il est parti danser le tango ce week-end. Et du coup, ben voilà, je me retrouve toute seule, comme à chaque fois. C'est dur, hein. Mais c'est quoi qui est dur exactement? C'est que tu sois seul ou que tu sois avec toi-même? En cas d'amour, saison 5. Amour en construction. Un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. Buffet numéro 7, Amour et solitude. Épisode 2, seul ou en ma propre compagnie. Et si devenir adulte n'était finalement ni plus ni moins que construire ma capacité à être seule? Et si c'était celle-là, à son tour, la capacité essentielle pour construire de belles relations? Comment solitude et liberté peuvent participer à la création d'une pensée autonome, puissante et singulière? Suivez-nous pour cet épisode qu'on a préparé, évidemment avec amour. Bonne écoute. On avait aussi évoqué quand on préparait cet épisode le fait que apprendre à être bien seul ou en sa propre compagnie. Moi j'aime beaucoup cette expression de être en ma propre compagnie parce que les mots, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, créent de la pensée. Et moi, je préfère ce que ça crée quand je dis que je suis en ma propre compagnie que quand je dis que je suis seule, avec tout ce que ça implique seul pour d'autres. Ça ne l'implique pas pour moi, mais pour d'autres, ça implique plein de choses négatives qui ne font plus partie de ma vie ou de mon vocabulaire. Donc, si on arrive à être bien seul, pour nous, c'est ce qui signe la capacité. C'est ça la définition d'être adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable d'être bien en sa propre compagnie. Et c'est à partir de là qu'on peut construire des belles relations. C'était un peu ça qu'on voulait transmettre aujourd'hui, je pense. Et si je continue dans ce sens-là, si on prend toutes les recherches qui ont été faites sur le développement de l'enfant et les différents aspects de son développement, donc on va avoir le développement physique, le développement du langage, le développement psychique. À chaque fois qu'on constate un progrès, c'est souvent pour l'acquisition d'un élément qui lui permet de se débrouiller ou d'être autonome. Et la façon de se débrouiller ou d'être autonome, elle commence par la marche, ou le déplacement en tout cas, à 4 pattes par exemple, mais après à deux pattes. Et puis après, il y a le langage et pouvoir parler avec d'autres. Et puis, il y a la capacité à jouer tout seul, à faire des choses tout seul. Et donc, ce qu'il voudrait dire dans ce que tu exprimes, c'est que l'étape ultime du développement de l'enfant devrait être la capacité à vivre des instants seuls sans avoir le sentiment de solitude, c'est-à-dire être capable d'être isolé tout en étant bien avec soi-même. Oui, et j'étais en train de penser que pour ça, il faut avoir incorporé l'idée que l'autre existe. Et l'autre, je fais exister l'autre en moi. Je suis seule dans une pièce, j'ai 2 ans et je sais que mon père ou ma mère sont dans la pièce à côté. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir grandir et être en relation avec l'autre, même quand il n'est pas là. Et sinon, je vais rester collée à la constatation permanente que l'autre, il est physiquement là. Et si on traîne ça parce qu'on ne l'a pas assez dépassé dans l'enfance, on va avoir tendance à avoir beaucoup, beaucoup besoin que les autres nous prouvent qu'ils sont là. Et les appeler, envoyer des messages. Tandis que si on peut faire vivre l'autre et la relation en nous, on peut être tranquille tout en étant seul, sans se sentir seul. Ouais, c'est un des paris, en tout cas, que moi, je porte dans mon quotidien, ou en tout cas dans ma façon d'être en relation amoureuse aujourd'hui, c'est ce pari de pouvoir se séparer après avoir vécu un moment ensemble, partir chacun de notre côté en gardant l'autre en soi et pas en se disant ça y est, il n'est plus là donc il va me manquer,
parce qu'il n'est plus là. Non, il ne me manque pas, il est toujours là. Il y a une sorte de présence permanente qui fait qu'il ne me manque pas. Et c'est drôle comment ça vient faire écho au moment où on en parle là maintenant, avec cette réalité-là du manque, qui est quelque chose qu'on a évoqué à d'autres moments, puisque effectivement la question du manque pour moi elle est très peu présente. C'est-à-dire que oui, est-ce que je t'ai manqué? En fait, non, parce que t'étais en moi. Disons les choses comme elles sont. Non. Non, parce que t'étais en moi et que t'avais pas de raison de me manquer. Oui, peut-être ça m'a manqué de pouvoir faire ceci ou cela en ta compagnie. Ça aurait changé la façon dont je l'aurais vécu. Mais le vivre seul avec toi à l'intérieur, c'est quelque chose qui est pour moi aussi riche, et c'est un peu le pari que je fais aussi avec mes partenaires lorsque moi je m'isole et que je me dis je t'envoie pas de message, ou je te réponds pas forcément tout de suite, ou tu vas vivre une aventure ailleurs, et j'aspire à ce que tu m'emmènes avec toi même si je ne suis pas là concrètement, et puis que tu sois seul ou que tu sois accompagné, je sais que je te porte au fond de moi, et je vais pas être là à faire te mettre dans un tiroir, te ranger dans un placard, dans ma chambre, et puis partir sans que tu existes dans ma valise, quelque part dans ma valise intérieure. Et c'est pour ça aussi que ça touche un autre aspect auquel dans lequel je chemine en même temps que je parle, qui est celui de est-ce que je communique avec l'autre qui n'est pas avec moi quand je suis avec une autre. Donc je suis avec toi par exemple, et puis je m'en vais une semaine, comme là par exemple cette semaine on est partis tous les deux en vacances, vacances travail, puisqu'on a enregistré et on continue d'ailleurs encore à l'instant à enregistrer des podcasts, mais la question se pose de savoir si je peux contacter mes autres partenaires pendant que je suis avec toi. C'est-à-dire, est-ce que je viens trahir notre instant privilégié de tous les deux si je fais ça? Et il y a plusieurs réponses possibles selon moi. La première réponse, c'est non. Parce que de toute façon elles sont présentes en moi à chaque instant, même si elles n'existent pas, je les fais pas forcément vivre, mais si à un moment je me retrouve seul, oui, hop, elles peuvent apparaître dans mon paysage intérieur, évidemment. Si je suis pas en train de faire quelque chose avec toi, elles apparaissent. Et puis en même temps non, parce que c'est un instant privilégié qui est moins nombreux que quand on a une relation de couple où on peut être tout le temps ensemble, et donc on n'a pas besoin de passer plus de temps. Donc c'est un peu un dosage délicat entre j'ai besoin aussi de dire à l'autre qui est loin que ça va, que je suis bien, etc. Puis je lui montre en même temps que j'existe et qu'elle existe en moi à ce moment-là. Et puis en même temps, j'ai pas envie de... Et je me sens beaucoup mieux d'ailleurs, une fois que je l'ai fait, dans mon lien à toi, parce que j'ai pu le faire. Mais parce que tu as accepté que je le fasse aussi. Oui. Je l'ai pas fait en cachette quand j'étais aux toilettes. Bien sûr. J'ai envoyé un petit message. Ça va, ce petit secret. Oui, je suis d'accord, c'est un dosage délicat. Il y a quelque chose à préserver d'un instant privilégié, et en même temps, tout continue à exister. Tout est dans la continuité, tous nos liens. Oui, parce que là, on parle bien on est toujours sur le sujet de la solitude. L'autre, s'il est en compagnie, ou s'il a des activités de prévues, etc., si c'est équilibré, tout va bien. Mais si moi je pars avec toi et que l'autre se retrouve toute seule à ce moment-là, c'est aussi pour ça que c'est la question des relations asymétriques dans le cadre des relations plurielles et complexes, c'est-à-dire j'ai plusieurs partenaires, toi tu n'en as pas d'autres que moi. C'est complexe de se sentir tranquille quand on part en vacances avec une ou l'autre. Oui, et en même temps, bien sûr, il y a cette question d'asymétrie possible, mais si quelqu'un est très bien dans sa solitude ou a besoin ou envie de beaucoup de solitude, ça peut ne pas poser problème.
Je pense que la question, c'est aussi d'arrêter de comparer et de demander à l'autre de venir nous sauver de notre solitude. Quand on plonge dans la solitude et qu'on la traverse, moi, je me souviens que j'avais très, très, très peur de me retrouver dans le vide et dans l'ennui. Et quand j'ai senti que je pouvais remplir cette solitude par moi-même, de moi-même, du lien avec moi-même, sans faire l'apologie de l'isolement ou de l'autonomie totale, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est développer les capacités d'être bien avec soi-même quand les autres ne sont pas là ou quand on a choisi d'être seul. Et ça, ce sont des capacités sacrément importantes, je pense. Parce que on parlait de liberté, on parlait de solitude, du lien entre la liberté et la solitude, et comment ça nous permet d'être bien en relation, de bien gérer liberté et solitude. Mais on n'a pas parlé d'un aspect très important qui est la capacité à penser par soi-même et à être autonome dans sa pensée. Et ça aussi, pour moi, même si on peut réfléchir avec d'autres, et c'est ce qu'on fait, nous, on réfléchit ensemble et c'est très riche et ça nous transforme, mais on réfléchit ensemble parce qu'on réfléchit seul aussi. Si on se mettait à réfléchir que ensemble, je pense que ça serait beaucoup moins intéressant. En tout cas, je dirais pas que ça serait forcément beaucoup moins intéressant, mais par contre, ça créerait un système de dépendance qui me permettrait pas d'accéder à la liberté, encore une fois. C'est-à-dire qu'on co-crée quelque chose, certes, mais on l'alimente par des réflexions individuelles, et quand on se sépare à nouveau, on est encore en capacité de penser seul. On n'est pas tout le temps dans la pensée à deux. C'est aussi ce qui fait peur dans ce qui empêche beaucoup de séparation, c'est la peur de se retrouver seul. Parce qu'on a toujours pensé à deux tout. La fusion du couple, ne faire qu'un à deux, elle est ma moitié, on fait tout à deux, toujours unis, jamais l'un sans l'autre, etc., etc. C'est créer une forme de potentiel pathologique, comme tu l'exprimais tout à l'heure, qui peut être désastreux au final. Pathologie de l'impuissance, hein, parce que j'étais en train de penser à comment on peut toucher la sensation de puissance quand on est capable de faire seul. D'être seul et de faire seul. La force que ça donne. Après, ça ne veut pas dire qu'on l'exerce à chaque instant de notre vie. On peut adorer être avec d'autres, mais savoir qu'on est capable d'être seul et de se débrouiller seul, pour moi, c'est une source de joie et de puissance. Je n'ai même pas de mots pour nommer la place immense que ça a dans ma vie. Tu veux dire par rapport à ton expérience sur ces dernières années que tu as vécu seul, seul, non isolé, mais dans une forme de solitude en grande partie du temps, c'est-à-dire une semaine sur deux, quand j'étais pas présent, ou il n'y avait pas de partenaire, ou tu n'avais pas d'amis, ou des choses comme ça, donc des moments de solitude que tu as choisis ou que tu as subis à certains moments, as pu apprendre des gestes ou des comportements qui t'ont rendu plus puissante, qui t'ont... Est-ce que c'est le fait de pouvoir les faire seul qui t'ont rendu plus puissante? Oui, c'est exactement ça. Et il y a eu plein de moments où, dans un premier temps, j'étais désolée que personne ne soit là avec moi et pour moi. Et après, je te remercie, toi, de ne pas avoir été là à certains moments, et d'autres personnes aussi, parce que j'ai touché la puissance en moi de faire seul. Et sinon, dans une forme de facilité. Il y a un problème supplémentaire, c'est que tu sais faire plein de choses. Donc, si tu avais été là tout le temps, j'aurais eu qu'à te demander de venir me sauver, de faire pour moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu as fait pour moi, mais tout en m'apprenant à faire aussi. Je pense à des choses par rapport à la voiture ou à l'entretien de la maison. Et tout ça, ça m'a donné de la force. À la fois, tu as été là, tu m'as soutenu, tu m'as appris, et puis après, ça m'a permis de le faire seule aussi. Et ça n'empêche pas, dans un moment de
faiblesse, fatigue, de se faire aider ou de déléguer. Mais tout en sachant que si c'est nécessaire, je peux me débrouiller. Donc ça me rend libre dans mes choix. Et je pense qu'on devrait tous faire ce type d'expérience et pas tout de suite sortir d'une famille pour se coller à quelqu'un d'autre ou à une bande d'amis même. Et faire vraiment l'expérience de la solitude. Mais là, tu es en train de porter des propos qui peuvent être subversifs et dangereux pour notre société. Si les gens deviennent libres et sont capables d'être seuls et puissants, et de penser par eux-mêmes. Là, on est en train de rentrer dans un système où finalement le pouvoir n'a plus de sens, le pouvoir de l'autre, de l'un sur l'autre en tout cas. Évidemment, ça peut être intéressant dans le cadre d'une démocratie où le pouvoir est au peuple. Mais après, bon, là, on va glisser sur le terrain du complotisme vers lequel on n'a pas envie d'aller. Donc, c'est peut-être pas la peine qu'on aille plus en avant sur ce sujet-là. Oui, et il faut dire qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on n'y croit pas. Non. Aussi. Évidemment. Non, il n'y a pas de complot qui nous empêcherait d'être libres. Non, il n'y a pas de complot du pouvoir pour nous empêcher d'être libres. Il y a des dispositifs qui ont des effets de pouvoir sur la liberté, des effets restrictifs, mais ça, ce n'est pas un complot. C'est ça. C'est important de le dire. Donc, on a la possibilité de pouvoir exercer, donc on invite en tout cas ceux qui écoutent le podcast à ne pas avoir peur en tout cas de la liberté, de la liberté. Évidemment, ne pas avoir peur de la liberté. On peut ne pas avoir peur de la liberté de l'autre aussi, mais l'idée c'est de se dire, tiens, et si je regardais la solitude sous un autre angle, si la solitude n'était pas une pathologie qui m'apporte son lot de malheurs, c'est-à-dire le risque de me retrouver seul quand j'en ai besoin, de ne pas avoir la personne qu'il me faut quand j'en ai besoin, qui est une illusion évidemment, ne pas vouloir mourir seul, vieillir seul, il y a quand même quelque chose là qui est assez lourd. Donc, on vous invite tous en tout cas à regarder la solitude avec un autre œil, qui est celui que tu exprimais, qui est assez joli d'ailleurs, qui est en notre propre compagnie. C'est nettement plus joli parce que ça nous permet de nous dire, il y a moi, d'accord, mais il y a le moi que je ne connais pas et qui est capable de quelque chose, et c'est avec lui que j'ai envie de passer cet instant. Et il y a quelque chose de notre moi qui s'épanouit dans la solitude, et si on en a trop peur, on va le restreindre et on ne le connaîtra pas. Il y a des aspects de nous qui ne peuvent être connus qu'en solitude, j'en suis intimement convaincue. Oui, ça voudrait dire qu'à partir du moment où on est constamment en présence d'un autre ou d'une autre, il y a des aspects de nous qui nous échappent. Oui, je pense. Tu as des idées comme ça, des choses qui te viennent pour illustrer cela? Je ne sais pas si ça illustre, mais j'étais en train de penser à quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière, où j'ai l'habitude de faire des échanges de maisons, et on m'a proposé un échange de maison avec une maison qui me plaisait beaucoup, et avec une piscine dans le sud, bref, super pour moi parce que j'aime ça. Je l'ai proposé à plein de personnes, et personne n'était disponible pour venir avec moi la semaine où on me le proposait, où les gens n'en avaient pas envie, dans mes relations amoureuses ou amicales. Et j'ai eu un moment de lucidité. À un moment donné, je me suis dit, mais je peux aussi y aller seule. Et ça a été une excellente décision parce que je pense que le fait d'oser et d'y aller et de sentir qu'on peut être en sa propre compagnie, aller au resto, faire des visites, être dans la piscine, tout ça, j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas que je ne vis pas des choses extraordinaires avec d'autres, mais là, ce qui était extraordinaire, c'était que ce soit seul, que ce soit sans
quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi une facilité. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, on est bien ensemble. Mais il faut aussi apprendre à se connaître soi-même et à être bien avec soi-même. Et pour moi, il y a eu là une forme d'épanouissement, de développement et de joie qui aurait été empêchée si quelqu'un avait été là avec moi. Ça aurait été autre chose, ça aurait pu être très sympa. Mais ce n'était pas ça qui avait besoin d'être développé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple, si tu as une idée en tête ou pas, je sais pas. C'était tout simplement une joie simple. Peut-être la constatation que c'était aussi bien avec moi-même qu'avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que de la même façon que j'apprécie les autres, je peux m'apprécier à la même hauteur et devenir ma propre compagnie. Ce deuxième épisode du buffet est désormais terminé. Vous vous sentez déjà moins seul. Nous sommes là, avec vous. Écoutez bien le prochain qui fera le pont entre solitude et célibat. Merci de nous avoir écoutés. Et pour que ce podcast continue, rendez-vous sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions. Celle-ci finance les dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé ou tout simplement nous faire part de vos réflexions et commentaires? Écrivez-nous à contact@encadamour.com. On vous lit avec plaisir. À bientôt.